Mon objectif, c'est de vous donner un panorama sur l'hématologie cellulaire et en particulier la cytométrie en flux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ombre en ce moment qui est portée par une révolution technologique qui change complètement notre pratique, qui est notamment celle du NGS, donc les aspects moléculaires. Mais pour autant, il y a beaucoup d'avancées aussi qui sont faites dans les aspects cellulaires. Et j'aimerais recentrer un petit peu aujourd'hui l'intérêt sur ces outils-là qui changent vraiment notre façon d'aborder le diagnostic et le suivi des hémopathies malignes. Alors je suis supposé vous faire du neuf et même de l'intelligence artificielle, puisque j'ai vu que c'était le thème de la journée, enfin des journées. Je suis obligé de vous faire du neuf avec du vieux, mais vous allez voir qu'en fait, on a vraiment des perspectives intéressantes. Alors, du neuf avec du vieux, parce que la cytométrie, c'est pas tout jeune. C'est Moldovan, c'est le début des années 30. C'est là où se posent les premières questions physiques sur la cytométrie en flux. Et finalement, dans les années 40, Wallace Coulter invente le principe Coulter, qui est le père fondateur finalement de l'hématimétrie moderne telle qu'on la connaît, mais aussi de la cytométrie en flux, puisque le comptage cellulaire, simple cellule devant un faisceau lumineux, est le principe fondamental de la cytométrie en flux. Alors c'est dans les années 60 que ça commence à vraiment démarrer, et je me permets de faire un petit aparté, parce que finalement c'est la guerre froide entre un bloc occidental et un bloc soviétique qui a catalysé le développement de la cytométrie en flux. Donc j'en parle, parce qu'on connaît une actualité que vous connaissez tous, et on peut se demander si à nouveau on va avoir une révolution technologique sur la cytométrie grâce à ça. On peut que déplorer ce qui se passe, mais bon, ça a apporté des évolutions technologiques. Et finalement, l'entrée de la cytométrie dans les hôpitaux, c'est très clairement 1982. 1982, Luc Montagnier et son équipe découvrent le virus du HIV, découvrent la lymphopénité CD4 et découvrent l'impact pronostique, l'impact pronostique de la lymphopénité CD4 sur l'évolution clinique. C'est l'entrée des cytomètres dans les laboratoires de biologie médicale, dans les hôpitaux. Et à partir de là, les immunologistes étant très copains avec les hématologues, eh bien les hématologues ont demandé s'ils pouvaient mettre leurs anticorps aussi sur leur leucémie et voir ce qui se passe. Et c'est la naissance de toute une sémiologie phénotypique qui est très importante à ce jour. Alors, l'exemple le plus représentatif, c'est bien évidemment le score de Matutes, qui permet le diagnostic formel de la leucémie lymphoïde chronique sur du sang, alors qu'avant, ça se faisait sur de la moelle. Et bien là, l'évaluation phénotypique a permis de simplifier le diagnostic et de le rendre accessible à l'analyse du sang. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la cytométrie, quelques petits rappels. La cytométrie, c'est le principe Coulter. Donc, on amène les cellules en file indienne devant une source lumineuse. Donc, tout se passe exactement comme si on faisait passer des conscrits devant le médecin militaire, et on recueille un certain nombre d'informations. Donc les informations morphologiques, bien évidemment, la taille et le poids du conscrit, et puis on peut poser des questions au conscrit. Alors nous, les paramètres morphologiques sont très similaires à ceux de l'hématimétrie, c'est-à-dire qu'on va recueillir la taille et la structure de la cellule, et on va pouvoir poser des questions des cellules, mais de manière différente de celle de l'hématimétrie. Alors, comment on mesure la taille? Eh bien, les cellules sont amenées en file indienne devant une source d'excitation lumineuse qui vient sur un détecteur, mais devant le détecteur, il y a une barre d'obscuration. Donc, pas de cellules, signal lumineux sur la barre d'obscuration, pas de détection de lumière. En revanche, au passage d'une cellule, diffraction de la lumière à petit angle qui fait un cône lumineux directement proportionnel à la taille de la cellule et qui vient impacter le détecteur. Donc, on peut mesurer par un détecteur devant la cellule le signal de la taille. C'est le forward scatter. On peut évidemment mettre un détecteur cette fois-ci sur le côté. L'animation ne marche pas, je le regrette. Et on peut détecter la diffraction à grand angle qui, elle, est proportionnelle à la structure de la cellule, à la complexité intérieure de la cellule, c'est-à-dire à la granularité. Alors, le plus important, c'est que maintenant, avec le cytomètre, on peut poser des questions. Et comment on pose des questions? Pour cela, on utilise des anticorps monoclonaux qui offrent l'avantage d'avoir un fragment FAB qui est spécifique d'un antigène, et donc qui va permettre d'interroger l'existence de cet antigène, couplé à un système de détection. Et ce système de détection, c'est, comme dans 95% de la biologie, un fluorochrome, qui est donc branché sur le fragment FC. Alors, en cytométrie, on a beaucoup de couleurs possibles, du vert, du rouge, du bleu, du violet, etc. Donc, finalement, c'est un peu les crayons de couleur du cytométriste, et on va peindre les cellules en fonction de leur expression antigénique. Donc, comment ça se passe finalement en réaction de cytométrie? Eh bien, on va mettre en présence les cellules avec une mixture d'anticorps de couleurs différentes. On va mettre ça dans un cytomètre, et le cytomètre comporte trois sections. Une section fluidique qui va amener les cellules en file indienne,
selon le principe Coulter, va exposer les cellules en file indienne à une source d'excitation lumineuse. Alors actuellement, on utilise des cytomètres plutôt à 3, 4, 5 lasers, donc quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, ça va permettre d'interroger les cellules sur le point de focalisation hydrodynamique. Et puis ensuite, on va recueillir les signaux lumineux, donc le forward scatter, la taille, le side scatter pour la structure, et puis l'ensemble des fluorescences qui vont correspondre aux expressions antigéniques. Les signaux photoniques vont être convertis en signaux électroniques, et donc tout ceci va pouvoir être processé par un ordinateur de table tel que ceux que vous utilisez à la maison. Rien de plus compliqué. Alors ensuite, on peut représenter les données, on peut les représenter selon des histogrammes monoparamétrés, les histogrammes biparamétriques qui sont très conventionnels en cytométrie, très utilisés, et puis même des histogrammes en 3 dimensions. Donc ça, c'est la diapo de rattrapage pour ceux qui auraient été perdus. On va donc marquer les cellules avec une mixture d'anticorps couplés à des fluorochromes, mettre ça dans le cytomètre, repérer les cellules selon leurs paramètres morphologiques de taille et de structure et pouvoir faire un fenêtrage lymphocytaire. Et si vous avez les lymphocytes, ici les monocytes, ici les polynucléaires neutrophiles, et sur ces lymphocytes, on va pouvoir les projeter selon l'expression du CD3 et du CD19 et distinguer les populations T, B, NK, et puis ensuite faire un fenêtrage T sur les T pour regarder l'expression du CD4 ou du CD8. Donc ça, c'est l'expression classique de cytométrie, telle qu'on réalise tous les jours au jour d'aujourd'hui, mais aussi depuis 1982, puisque c'est l'expérience de comptage des CD4. Alors, bon, ça c'est l'existant. Qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les évolutions qu'on a connues ces dernières années? Alors, la grande évolution, c'est la cytométrie multiparamétrique. Alors, pourquoi il y a eu des évolutions? Déjà par les progrès de la biologie, c'est-à-dire qu'on a découvert de plus en plus de marqueurs à la surface des cellules qui permettent d'être testés et d'identifier, de mieux caractériser les sous-types cellulaires. Et ça a été un grand changement, parce que vous connaissez tous le score de Matutes, qui permet à partir d'un panel de marqueurs d'identifier les cellules de LLC, versus les autres lymphomes, mais il y a d'autres marqueurs qui maintenant sont apparus, comme le CD200, dont vous pouvez voir qu'il est présent physiologiquement et présent dans la cellule de LLC, alors qu'il est absent dans le lymphome du manteau. Donc finalement, le CD200 est le score du Matutes, à lui tout seul, du lymphome du manteau. Il y a eu aussi un accès aux antigènes intracellulaires grâce à des protocoles de perméabilisation, et alors qu'avant on n'explorait que 10% du pôle protéique des cellules, maintenant on arrive à identifier beaucoup plus de cellules, des facteurs de transcription, la TDT, plein de protéines intracellulaires qui nous donnent des informations supplémentaires sur l'identité cellulaire. Et puis évidemment, d'autres progrès liés plus à la physique cette fois-ci, des progrès sur la fluidique. Maintenant, on a des machines plus rapides, robustes, reproductibles, qui nous permettent d'accéder aux événements rares. Avant, on analysait 10 000 cellules, maintenant on peut en analyser 10 millions. Des progrès sur l'optique, où on a de plus en plus de fluorochrome, on a des résolutions optiques beaucoup plus importantes, et puis les progrès informatiques que vous connaissez tous au quotidien. Alors, fort de tout ça, on est passé finalement des années 90 à une cytométrie de 1 à 2 couleurs, au début des années 2000, 3-4 couleurs, et puis vers 2010, il y a eu un gap technologique, un saut qui nous a permis d'accéder à 8-10 couleurs. Alors ça a été un saut parce que ça a nécessité de surmonter des contraintes physiques importantes, mais qui maintenant sont totalement maîtrisées. Et maintenant, on continue l'expansion vers des cytomètres de 12-15 couleurs. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, on peint les cellules de plein de couleurs, mais à quoi ça sert? Alors maintenant, je voudrais vous illustrer pourquoi c'est intéressant. Le premier point, pourquoi c'est intéressant d'avoir accès à la cytométrie multiparamétrique, c'est d'avoir de la résolution. Si vous avez un cytomètre une couleur, vous allez pouvoir identifier 2 populations. Si vous avez 2 couleurs, vous allez pouvoir identifier 4 populations. Si vous avez 3 couleurs, 8 populations. Donc finalement, 2 puissance n populations, sachant que n, c'est le nombre de couleurs que vous avez. Si vous avez 12-15 couleurs, vous identifiez énormément de populations, vous avez une résolution extrêmement forte. Alors ça, en pratique, on le fait au quotidien. On a un tube de screen des hémopathies B matures où vous retrouvez des marqueurs B, T et NK et qui permettent d'explorer la clonalité B, etc. Et on identifie un grand nombre de populations. En pratique, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, vous avez l'exemple d'une patiente qui n'avait pas de lymphocytose, mais 1,1 giga de lymphocytes. Et on regarde les B, et les B paraissent polytypiques. Donc vous savez que physiologiquement, on doit avoir 2 tiers de kappa, 1 tiers de lambda surface des lymphocytes B, ce qui est totalement le cas ici. Mais finalement, avec la résolution, vous pouvez disséquer les sous-populations lymphocytaires B, faire ce qu'on appelle du subsetting, et identifier les populations B naïves, mémoire, etc. Et notamment, sur le CD5, CD10, ségréger 3 populations. Population CD10+, CD5+, et ni 5 ni 10.
Si vous regardez la ni 5 ni 10, elle est bien polytypique, comme on l'avait vu ici, c'est la population majoritaire, comme physiologiquement chez l'adulte. Mais si vous regardez les populations 5 et 10, vous voyez que chacune est en réalité monotypique, avec un isotype différent, ce qui fait qu'elle se compensait. Donc ça passait totalement inaperçu. Donc en fait, ce patient qu'on aurait identifié comme totalement sans anomalie en 2000, eh bien finalement, au jour d'aujourd'hui, on l'identifie comme ayant 2 hémopathies B matures qui circulent à bas bruit dans le sang. Donc forcément, on est beaucoup plus puissant. Ici, c'est un autre exemple, une patiente de 65 ans qui a le pain quotidien du cytométriste en hématologie, c'est-à-dire absence de lymphocytose, pas de ganglion, et finalement, on identifie quand même une population lymphocytaire B, ici en vert, qui est monotypique lambda, alors que les autres B sont polytypiques. Ça, c'est le diagnostic du MBL, donc la lymphocytose monoclonale B-ligne, qui est vraiment une entité qu'on ne connaît pas depuis si longtemps, mais qui est vraiment le MBL est vraiment à la LLC ce que le MGUS est au myélome. C'est-à-dire que c'est un état pré-LLC qui risque d'évoluer avec la même probabilité que le MGUS en myélome vers un état de LLC, et c'est bien de pouvoir l'identifier de manière infraclinique et infrabiologique, puisque finalement c'est une LLC sans ganglion et sans lymphocytose. Alors c'est important, pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'évolution vers la LLC, donc il faut monitorer cliniquement le patient, et puis ça expose aussi à un risque infectieux important. Ce sont des patients qui vont faire des infections. Alors après, on peut décliner, on a beaucoup de résolutions, donc si vous regardez un ganglion, vous allez pouvoir faire un adénogramme phénotypique, dans le sang avec l'hématimétrie, on fait un hémogramme, là on peut faire un adénogramme et identifier toutes les populations lymphocytaires en présence, ici des B mémoire, ici des B centro-germinatifs qui sont totalement polytypiques, et ici un petit clone de lymphome lymphocytique qui était à bas bruit et que les anapathes n'avaient pas pu voir, mais que nous on est capable de voir. Et ici, vous avez la même image en 3 dimensions, où on peut vraiment avoir la résolution de toutes ces populations. Alors, un gros champ d'application en hématologie, et ça a vraiment changé aussi les choses, ça a vraiment changé la donne, c'est l'évaluation de la maladie résiduelle. Vous savez que, je vais prendre l'exemple de la leucémie aiguë lymphoblastique, mais vous savez que quand on a une leucémie aiguë, on va la traiter, et le vrai challenge pour le biologiste, c'est d'évaluer la réponse au traitement. Alors on peut le faire au myélogramme, mais le myélogramme, ce n'est pas très puissant. On a 5% de sensibilité. On peut détecter 5% de blast, c'est tout. Donc ensuite, on va avoir les techniques moléculaires, mais qui ne sont pas toujours informatives et qui ne sont pas toujours accessibles non plus. Et une autre grande technique, c'est la cytométrie en flux. Mais là, il fallait le développer, et il faut 2 choses. La résolution qu'on a, mais aussi la sensibilité qu'on a aussi, puisqu'on peut acquérir beaucoup plus d'événements. Alors c'est important d'avoir la résolution, pourquoi? Parce que quand on va interroger la maladie résiduelle, on va demander à chaque cellule plein de questions. On va lui demander, est-ce que tu es un lymphocyte? Si tu es un lymphocyte, est-ce que tu es B ou pas B? Si tu es un lymphocyte B, est-ce que tu es immature ou mature? Si tu es un lymphocyte B immature, est-ce que tu es normal ou pathologique? Et à chaque fois que vous posez une question, vous avez besoin d'anticorps. Donc il faut vraiment une cytométrie multiparamétrique. Alors, la pratique, je vous donne un exemple. Je ne vais pas entrer dans le détail des marqueurs, mais ce qu'il faut voir, c'est que la population leucémique est ici en bleu, et on va, au diagnostic, mettre des boîtes autour de la leucémie pour voir où elle se projette. Ce que vous dit cette boîte-là, c'est que ce sont des lymphoblastes B immatures, et cette boîte-là, elle vous dit qu'ils sont pathologiques. Okay, et puis, pendant le prélèvement de suivi, on va repasser ces boîtes, et vous voyez ici que vous avez bien des lymphoblastes B présents, mais ils tombent en dehors de la boîte pathologique. Donc ce sont des lymphoblastes B non pathologiques. C'est de la régénération lymphocytaire B post-chimiothérapie totalement physiologique. Et ça, c'est un gap qui est majeur, parce que si on fait la même analyse, mais cette fois-ci en 4 couleurs, déjà, il ne vous faut pas un tube, mais il vous en faut 4. Donc déjà, c'est beaucoup plus fastidieux. Puis ensuite, vous n'avez pas la même information. C'est-à-dire que là, pareil, au diagnostic, on met les boîtes. Là, on a la boîte des pathos. Et si vous regardez en maladie résiduelle, on voit des points dans la boîte des pathos. Donc on dirait que les lymphoblastes B sont pathologiques. Le deuxième tube, s'il veut bien venir, voilà, pareil, on a des points dans la boîte patho. Troisième tube, patho. Quatrième tube, patho. Donc on aurait conclu à tort à une maladie résiduelle faussement positive. Donc la résolution et la sensibilité ont apporté un atout majeur. Alors, du coup, au jour d'aujourd'hui, qu'apporte la cytométrie en flux? Des informations, ça permet le dépistage des hémopathies, ça permet l'assignement de lignées, parce que notamment pour les leucémies aiguës, il faut savoir s'il y a une identité B, T ou myéloïde. Ça permet d'apprécier le stade de différenciation dans les lignées, en particulier dans les hémopathies lymphoïdes B, dont on connaît extrêmement bien la physiologie et où il y a un relatif respect de la cinétique des stades de maturation en pathologie.
Ça permet d'évaluer la clonalité, hein, avec le ratio kappa lambda que je vous ai cité tout à l'heure. La malignité aussi, on sait qu'il y a des phénotypes qui n'existent pas à l'état physiologique. Vous ne pouvez pas avoir une cellule qui exprime à la fois des marqueurs B et myéloïdes. Soit vous êtes B, soit vous êtes myéloïde, soit vous êtes autre chose, mais vous ne pouvez pas être B et myéloïde. Il y a des circonstances pathologiques où on va avoir la coexpression de marqueurs B et myéloïdes, et ça, c'est totalement malin. On pourra avoir des informations sur le pronostic. L'exemple, c'est l'impact pronostic favorable du CD10 dans les LAB, et puis maintenant aussi des marqueurs théranostiques, c'est-à-dire que les cliniciens nous demandent l'expression d'antigènes pour mettre un traitement. Par exemple, le CD33 dans les leucémies aiguës myéloïdes, qui peut permettre d'indiquer l'usage du Mylotarg, un anticorps anti-CD33. Donc au final, quelles sont les applications au jour d'aujourd'hui de la cytométrie en flux en hématologie? Eh bien, c'est les hémopathies lymphoïdes immatures, donc les leucémies aiguës, parce que ça permet de confirmer le diagnostic, ça permet de typer la lignée, ça permet aussi d'organiser la maladie résiduelle. C'est aussi les hémopathies lymphoïdes matures, qu'elles soient B ou T, parce que ça permet de la caractériser très précisément, y compris les myélomes. Et puis il y a un troisième volet qui est un peu plus à part, dont je ne parlerai pas trop, mais qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc ça, ce sont les trois grandes indications de la cytométrie à flux en hématologie au jour d'aujourd'hui. Donc on ne parle pas ici de syndrome myéloprolifératif, de syndrome myélodisplésique, etc. Et bien pourtant, avec les progrès maintenant qu'on connaît aujourd'hui, toute une sémiologie est en train de s'inventer. Le phénotypage des monocytes est en train de prendre une grande ampleur et va sans doute prochainement entrer dans les critères diagnostiques de la leucémie myélomonocytaire chronique dans la prochaine classification OMS. On est en train de mieux caractériser les MBL. On est en train d'avoir une meilleure caractérisation des hémopathies T, qui sont l'enfer pour l'hématologue. On est en train de développer la cytométrie des myélodysplasies. On est en train de mieux organiser le suivi des patients sous traitement d'immunothérapie. Donc tout ça, ce sont des champs d'application qui sont complètement en train d'exploser au jour d'aujourd'hui. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais finalement, ça soulève quand même des problématiques. C'est-à-dire qu'on a plein de paramètres, et qui dit plein de paramètres, ça complexifie les analyses. Donc ça, c'est ce sur quoi les gens se penchent beaucoup, et je rejoins le thème de la journée, c'est l'analyse multidimensionnelle des données. Alors, plus qu'une difficulté, je pense que c'est vraiment une opportunité, c'est-à-dire que ça va nous donner de nouvelles chances d'accéder à de nouvelles informations. Alors pourquoi, s'il y a un accès à la cytométrie multidimensionnelle, pourquoi ça suscite différentes difficultés? Eh bien, quand on avait un cytomètre 4 couleurs, finalement, on pouvait dessiner 15 histogrammes biparamétrés possibles. Ça, c'est très largement accessible à l'analyse. Quand vous faites de la cytométrie 10 couleurs, vous avez 45 dot plots possibles. Ça devient compliqué. Mais quand vous en avez 30 paramètres, alors là, vous avez plus de 300 dot plots possibles, c'est-à-dire que vous passez la journée à analyser un échantillon. Donc bien évidemment, ça rend la chose complexe, et il faut réfléchir à de nouvelles stratégies, parce que, excusez-moi, sinon, vous vous retrouvez le nez dans le guidon, et finalement, vous ne savez plus vraiment ce que vous regardez. C'est-à-dire que quand vous regardez quelques paramètres, vous ne regardez pas les autres, quand vous regardez la trompe, vous ne voyez pas la queue, et quand vous regardez les pattes, vous ne voyez pas l'oreille. Donc ça veut dire que ces données ne sont pas faciles à analyser. Alors il y a des outils bioinformatiques qui sont en plein développement, qui voient le jour, il y en a beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a PCA, Vismi, Spade qui sont donc très classiques. Flossom, vous avez une représentation ici, qui vous donne, d'après le phénotype global, une arborescence des différentes populations qui sont identifiées et qui vous précise par le code couleur le phénotype de cette population. Mais vous voyez que si je ne vous dis pas ce que c'est, et encore je ne vais que dans la superficialité, c'est pas facile à comprendre. Un dot plot, on le comprend tout de suite. On voit du CD3, du CD19, boum, BT, NK, tout le monde comprend. Ça, c'est pas facile à interpréter, pas facile à comprendre. En plus, ces outils sont nombreux et chacun a ses propres applications. Il y en a qui sont pour l'analyse de données, d'autres qui sont pour le pré-traitement des données, d'autres qui sont pour l'illustration et la comparaison des échantillons. Donc, ils ne sont pas faciles non plus à choisir parce qu'il faut les connaître. Alors là, on pourrait se dire, en fait, je me suis trompé de cursus, j'aurais dû faire de la bioinformatique plutôt que de la biologie. Moi, je pense à un grand nom, je pense que notre métier a vraiment de l'avenir, je pense que ces outils vont se développer, ils vont se démocratiser, ils vont se simplifier, ils vont être rendus accessibles. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas comment on va faire ça, c'est pas notre job, mais c'est quelles informations on va en tirer. Et c'est ça c'est la question à laquelle je souhaiterais répondre. Donc c'est cette diapositive qui vous montre qu'en réalité, on peut faire de l'apprentissage, du machine learning, donc pour faire du pattern learning et du pattern recognition. Le principe est simple, si vous apprenez à l'ordinateur, si vous lui injectez une base de référence de population cellulaire, de cellules,
dont vous lui donnez l'identité, vous allez pouvoir faire du getting automatique ou du getting assisté par ordinateur. Donc le getting, c'est l'identification des populations cellulaires. Si vous donnez une base de données de référence, cette fois-ci non pas de cellules, mais vraiment de pathologies. Vous donnez des pathologies, vous dites, quand j'ai cette pathologie-là, ces cellules-là, c'est tel diagnostic, vous allez pouvoir lui apprendre à reconnaître les maladies et à assister le diagnosticien dans sa démarche diagnostique. Si maintenant vous donnez comme base de données de référence l'échantillon au diagnostic du patient, et puis vous confrontez les échantillons de maladies résiduelles, vous allez pouvoir faire de l'évaluation de la maladie résiduelle assistée par ordinateur. C'est ça, à mon sens, les promesses, c'est qu'on va pouvoir avoir une grande facilité du getting automatique, de la classification diagnostique et de l'évaluation de la MRD, mais ce sera une aide au diagnostic. À mon sens, ce ne remplacera pas le biologiste, et ça c'est fondamental aussi pour notre avenir. Alors ça c'est fondamental parce que ça vous ne comprenez rien, mais ça en gros ce sont les patterns que l'hématologiste, le cytométriste doit mémoriser pour interpréter la maladie résiduelle. C'est-à-dire qu'on doit apprendre quels sont les chemins de maturation phénotypique physiologique pour à la fin dire si c'est de la maladie résiduelle positive ou négative. Finalement, grâce à l'ordinateur, on va pouvoir remplacer toute cette démarche de comparaison des profils connus avec ceux que l'on découvre chez le patient. Et ça, c'est important parce qu'il faut savoir qu'en fait, il peut y avoir des modulations phénotypiques importantes sous traitement. Par exemple, les corticoïdes font complètement shifter la différenciation B physiologique de la différenciation B physiologique en conditions basales. Alors, j'aimerais terminer par le chapitre que je préfère, c'est-à-dire, OK, il y a de la bioinformatique, ça ouvre de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. On a une cytométrie qui est beaucoup plus résolutive, beaucoup plus sensible, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, ce qui est formidable dans la cytométrie, c'est que c'est un outil qui est fondamentalement modulaire. C'est-à-dire que là, quand on vous parle de cytométrie, vous pensez à l'immuno et à l'hématologie. En réalité, la cytométrie, c'est utilisé dans plein de choses. Au quotidien, la cytométrie est vraiment un peu partout. Quand vous mangez un yaourt au bifidus actif, le nombre de bifidus actifs a été compté par cytométrie en flux. On a compté les acides nucléiques. Quand on vous dit dans les fonds sous-marins, le réchauffement climatique fait disparaître le plancton, c'est fait par cytométrie en flux. Voilà. Donc le champ des applications est extrêmement vaste et dépasse largement celui de la médecine. Ça veut dire qu'il y a d'autres manières, d'autres choses à évaluer que la simple expression protéique. Alors qu'est-ce qu'on peut évaluer ? On peut évaluer d'autres analytes. On peut évaluer l'ADN. On peut faire un index d'ADN. C'est-à-dire on peut quantifier le contenu en ADN des cellules. Et ça a un impact pronostic dans certaines sous-catégories de leucémie aiguë lymphoblastique B. Et c'est utilisé au quotidien dans certains centres, en particulier pédiatriques. On peut aussi rechercher des facteurs de transcription, des translocations. Je ne vais pas en parler ici. Et puis on peut faire plus généralement du flow-fish, une technologie qui est assez exceptionnelle parce que finalement, vous allez combiner une analyse moléculaire, le cytogénétique, la fiche, avec la force du single cell, de l'analyse à l'échelon cellulaire, et donc vous allez combiner les deux et pouvoir avoir une résolution absolument exceptionnelle. Alors ça se fait en utilisant non pas du DNA, non pas des primers de type DNA, mais des primers modifiés qui s'appellent des PNA, des LNA, et avec ça on peut mesurer la longueur des télomères, on peut faire de la détection virale, on peut faire de la détection bactérienne, bifidus actif, on peut faire du karyotype cytométrique, on peut faire plein de choses, donc les applications là aussi vont pouvoir s'élargir. On peut aussi combiner la cytométrie à de l'analyse morphologique, c'est-à-dire pas seulement regarder l'expression protéique, mais regarder où elle est cette expression protéique. Vous pouvez faire de la localisation subcellulaire, vous pouvez regarder si votre antigène il est à la surface de la cellule ou s'il est internalisé. Vous pouvez faire de la localisation subcellulaire, savoir si votre antigène est dans le cytoplasme ou dans le noyau. C'est très important pour la signalisation NF-κB par exemple. Ça c'est une énorme opportunité qui nous est offerte. Et puis on peut regarder aussi non pas simplement les protéines en termes d'expression basale, mais on peut regarder leur statut d'activation. On peut avoir des anticorps dirigés contre des phosphoépitopes qui vont vous dire si la protéine est active ou inactive. Et ça a déjà une application qui est très proche de la clinique, qui n'est pas encore utilisée en clinique, mais qui pourra l'être dans les prochaines années. Il y a notamment Kotecha qui a démontré que dans les leucémies myélomonocytaires juvéniles, vous n'avez pas forcément un diagnostic moléculaire, il y en a qui échappent à l'identification d'une anomalie moléculaire. Et le dénominateur commun de toutes les leucémies myélomonocytaires juvéniles, qu'elles soient mutées ou non mutées sur la voie RAS, c'est d'avoir une activation précoce, trop intense et trop prolongée de la voie STAT.
Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez une activation extrêmement précoce qui figure ici en jaune, très intense et prolongée, à la différence des autres hémopathies myéloïdes ou des statuts normaux. Voilà. Donc ça, c'est une approche biochimique d'analyse de phosphoprotéines. On peut faire plein de choses. On peut regarder aussi l'hémoglobine et faire la thèse de Kleihauer phénotypique, ce qui, à mon avis, est sympa. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait de thèse Kleihauer, mais je trouvais ça très difficile à lire. Par le phénotype, vous y allez très vite et vous avez une réponse rapide et robuste. Voilà. Et puis ensuite, là, on a vu les analytes qu'on pouvait analyser, mais on peut aussi coupler la cytométrie à autre chose. Donc on peut coupler la cytométrie à un système en aval, c'est-à-dire faire de l'analyse cellulaire, de l'analyse d'expression protéique à l'échelon single cell. Et en fonction du phénotype que vous trouvez, en fait, vous pouvez créer un petit jet, c'est-à-dire faire vibrer le flux liquidien dans lequel vos cellules passent, vous créez des gouttelettes, et ça, c'est extrêmement maîtrisé. C'est-à-dire que la physique des gouttes, c'est hyper maîtrisé. Et donc, vous pouvez, en fonction du phénotype que vous identifiez dans la cellule qui est dans telle goutte, imprimer une charge électrique positive, négative, double positive, double négative, triple positive, triple négative, etc. Et faire passer vos gouttelettes dans un champ électrique à 5000 volts qui va dévier vos cellules dans différents tubes. Et vous triez les cellules. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit que la coexistence de plusieurs hémopathies chez un même individu est extrêmement fréquente. C'est normal. Qui a fait fera, si un patient a une instabilité génétique sur le système lymphoïde et qui fait une hémopathie lymphoïde B, il a une instabilité génétique qui fait qu'il est possible qu'il en fasse une deuxième ou une troisième. On sait aussi qu'une hémopathie, ce n'est pas forcément très homogène. Il y a des hémopathies qui sont biclonales, biphénotypiques. Donc on ne sait jamais ce qu'on regarde quand on fait des analyses moléculaires. On a besoin de séparer les différentes populations pathologiques ou les différentes populations clonales. Et bien ça peut le faire grâce à cette technique, qui est une technique de tri cellulaire qui existe depuis assez longtemps, mais qui est très largement optimisée, je ne m'étends pas là-dessus. Mais maintenant, on peut trier jusqu'à 8 populations de manière extrêmement rapide et avec de très belles puretés qui nous permettent d'envisager derrière des analyses ancillaires de type moléculaire, cytogénétique, etc. Donc ça, c'est le principe en fait, de l'imprimante jet d'encre. Pour ceux qui ont plus de 30 ans, et ça rappelle peut-être ce que c'est que l'imprimante jet d'encre, c'est ce qu'on utilise encore dans les laboratoires et qui nous rend énormément service. Donc finalement, moi j'aime beaucoup cette approche, c'est que je ne sais pas comment est structuré votre laboratoire d'hématologie, mais la plupart des laboratoires d'hématologie en France sont organisés de cette façon. C'est-à-dire que vous avez un échantillon, puis ensuite l'échantillon il est divisé en deux, il part dans deux secteurs. Le secteur de la cytométrie et le secteur moléculaire. C'est totalement séparé. Mais en fait, finalement, ce qu'on peut faire, c'est prendre un échantillon cellulaire, faire de l'analyse phénotypique, voir qu'il est complexe, qu'il a plusieurs pathologies, plusieurs populations, et on peut alors le trier. Et ensuite, on pourra faire l'analyse moléculaire. C'est-à-dire que vous avez non pas la séparation des disciplines, mais la convergence des disciplines. Et ça me paraît vraiment important pour aller vers une biologie qui est décloisonnée. Et puis, évidemment, on peut, avec les exemples que je vous ai montrés, si vous utilisez des PNA, etc., faire de l'analyse du flow fish et faire de l'analyse phénotypique et moléculaire intégrée. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Voilà, alors je vous ai dit qu'on pouvait coupler avec un système en aval, mais on peut coupler aussi avec un système en amont. Certains industriels ont tendance à vouloir intégrer maintenant un automate d'étimétrie avec un cytomètre derrière. Il y a un industriel qui propose ça. Et donc, par exemple, quand vous détectez une monocytose à l'hématimètre, le robot peut injecter des anticorps ad hoc pour caractériser ces monocytes et vous dire si il s'agit d'une monocytose réactionnelle, infectieuse, ou si c'est un argument en faveur d'une leucémie myélomonocytaire chronique, si c'est un adulte, ou d'une leucémie myélomonocytaire juvénile, si c'est un enfant. Voilà, alors je vais conclure. Alors où va-t-on ? On va dans toutes les directions, parce que du coup les industriels ils ont bien compris qu'il y avait plein de pistes de développement, et là on va vers une diversification des instruments qui est absolument phénoménale. Et donc, on peut envisager plein de choses. Mais finalement, le message que j'aimerais donner, c'est que, encore une fois, on a tendance à séparer les analyses moléculaires et les analyses phénotypiques, et souvent les gens ont des spécialités, des différenciations, soit l'un, soit l'autre, mais je pense que c'est important d'avoir les deux, parce qu'on va vraiment vers une convergence des technologies, et c'est ça qui nous donnera le plus d'informations. Et je voudrais citer à ce titre, par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, la droplet PCR, qui est une technique qui est jugée moléculaire, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la cytométrie de flux. C'est-à-dire que vous allez utiliser des gouttelettes, et dans ces gouttelettes, vous allez vous faire en sorte d'avoir un acide nucléique, une réaction de PCR dans cette gouttelette. Et finalement, vous allez analyser exactement comme de la cytométrie en flux, alors qu'il s'agit d'une analyse moléculaire, donc vous avez vraiment une convergence des deux techniques.
Donc certains parlent de Next Generation Flow. Moi, je pense que c'est un slogan plus qu'autre chose. Je pense qu'il faut laisser à la biologie moléculaire la gloire d'avoir une révolution technologique absolument phénoménale avec l'émergence du NGS. Je pense qu'on n'en est pas là, mais il n'en demeure pas moins que l'analyse cytométrique progresse très rapidement, enfin un petit pas, mais quand même très certainement, avec un champ d'application qui devient extrêmement vaste. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'invite les jeunes parmi vous